Une lettre de condoléances qui irrite en Israël, celle que Mahmoud Abbas a envoyée à la famille du terroriste palestinien auteur des coups de feu contre le rabbin Glick à Jérusalem. La France confrontée à la menace des djihadistes de retour de Syrie, plusieurs attentats auraient été déjoués ces derniers mois sur le sol français, notamment à Nice où le maire s'étonne de ne pas avoir été informé. Il sera en ligne avec nous. L'Ukraine au lendemain du vote massif en faveur des pro-russes dans l'est du pays, le risque de sécession est grand malgré les mises en garde internationales. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous, on va donc évoquer ce soir une tentative de reprise diplomatique, en tout cas des contacts entre Israéliens et Palestiniens par l'entremise des États-Unis. Ce sera tout à l'heure à Washington. John Kerry doit recevoir une délégation palestinienne, mais les tensions sont loin de s'aplanir. On pensait que la crise de Jérusalem touchait à sa fin. Or, une lettre de condoléances fait beaucoup parler aujourd'hui en Israël, celle que Mahmoud Abbas a adressée à la famille de l'auteur des coups de feu sur le rabbin Glick. C'était il y a quelques jours à Jérusalem et cela a évidemment déclenché de vives tensions de part et d'autre. On va en parler très longuement. On sera en direct dans un instant de l'ambassade américaine en Israël car les Américains ce soir critiquent de nouveau Israël et on saura pourquoi dans un instant. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place, Elliot Schenberg, Léa Berdugo et Sami Abou Diab. Et puis dans ce studio, pour évoquer donc cette situation ce soir, je reçois Gilbert Finkel. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Meretz qui incarne la gauche israélienne, la gauche sioniste israélienne, c'est bien de le préciser. Je n'ai pas dit extrême gauche. Et bonsoir à vous Daniel Haïk, analyste politique sur i24 News. On va donc évoquer longuement ce volet diplomatique et politique israélo-palestinien. האינטרסים העליונים שלנו, ובראשם הביטחון ואחדות ירושלים, אינם עומדים בראש מעייניהם של אותם גורמים אנונימיים שתוקפים אותנו ואותי אישית, כי המתקפה עליי באה רק בגלל שאני מגן על מדינת ישראל. جاء بيان من الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بالتهدئة ونحن مع التهدئة، نحن بالأساس مع التهدئة. Alors avant d'évoquer les nouvelles tensions israélo-palestiniennes et également tensions avec les Américains sur ce dossier, eh bien revenons sur cette lettre qui sème la discorde de nouveau, lettre de condoléances adressée par Mahmoud Abbas et qui fait l'objet de vives critiques aujourd'hui en Israël. Résumé de cette affaire avec Léa Berdugo. La lettre qui met le feu aux poudres. Dimanche, Mahmoud Abbas a envoyé ses condoléances à la famille de Moataz Hijazi, ce Palestinien de 32 ans tué jeudi par la police israélienne. Il est suspecté d'être l'auteur de la tentative d'assassinat de Yehuda Glick, figure de la droite ultranationaliste israélienne. Colère et condamnation ont suivi l'annonce du crime odieux commis par les gangs terroristes de l'armée d'occupation israélienne contre Moataz Hijazi, qui est mort en martyr en défendant les droits de notre peuple et des lieux saints. Ces quelques mots ont suffi à déclencher l'ire du Premier ministre qui accuse Mahmoud Abbas de jeter de l'huile sur le feu. Alors que nous tentons de calmer la situation, Abou Mazen envoie des condoléances après la mort d'un homme qui a tenté de perpétrer un crime méprisable. Et les dirigeants israéliens sont unanimes. Le Premier ministre est suivi par son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui qualifie Mahmoud Abbas de partenaire du terrorisme, des terroristes et des meurtriers. Tzipi Livni, ministre de la Justice, s'est également jointe à la condamnation. On ne peut pas d'un côté parcourir le monde en disant que l'on condamne la violence et de l'autre côté envoyer des lettres qui l'encouragent.
Car il est vrai que Mahmoud Abbas avait montré un tout autre visage dimanche. Le président de l'autorité palestinienne a salué l'appel au calme de Benyamin Netanyahou, adressé notamment aux dirigeants ultranationalistes israéliens. Dans cette lettre, il opte pour un ton beaucoup plus accusateur. Il invite les Palestiniens à se rassembler pour la défense de leurs terres et contre l'agression et les appelle à unir leurs forces contre l'occupation israélienne. Alors, condamnation très large, en tout cas en Israël, de cette lettre. Qu'en est-il de Meretz, Gilbert Finkel ? Écoutez, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de s'en prendre à la lettre et à ce qui s'est passé. C'est marrant, personne n'a parlé de l'interview d'Abou Mazen, Mahmoud Abbas, par Rezi Simantov de la chaîne 10, je crois que c'était vendredi ou samedi, dans lequel il a fait, comme toujours, le discours est double. Il y a d'un côté... Quand on tape ici, on est conciliant là-bas, il y a une surenchère symétrique des deux côtés. On est comme Bibi Netanyahou dit qu'il faut garder le calme et qu'il gardera le statu quo au mont du Temple. Donc, et puis d'un autre côté, il parle de construction, etc. Donc là, on a la même chose. Je veux dire, ce qu'il a dit, personne... Vous avez entendu une réaction ? Ou alors moi, j'ai raté quelque chose, mais je n'en ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que si on arrive, s'il y a un accord entre Israël et les Palestiniens, il y aura tout de suite, il nous amène des relations et la paix avec 57 États arabes et musulmans. Maintenant, je pense qu'il a un peu exagéré. J'ai essayé de compter, je suis arrivé à une trentaine, mais disons qu'on ne va pas chipoter là-dessus. Il n'y a personne qui répond à ça. Maintenant, où est... Donc chacun tient des nouveaux discours. Donc il y a ça, mais en grand... à part condamner et déclarer qu'on va construire ici en réponse à ça, on va construire en réponse à l'assassinat des 3 jeunes, je remonte à loin, qui nous a entraînés dans une autre spirale, dans une spirale de violence, etc. Mais est-ce qu'on propose une solution politique ? On a parlé de ça pendant l'opération, pendant la guerre qui s'appelait... Bordure protectrice. Bordure protectrice. Mais depuis, c'est comme si on a oublié, on a mis ça de côté, on ne fait plus rien, il n'y a rien qui bouge là-bas, sauf de fermer les passages. Peut-être, effectivement, il y a eu un tir de roquette qui est condamnable, tout à fait. Mais d'un autre côté, on ne fait rien. J'attends de voir ce qui va se passer. Demain est censé commencer l'exportation, je ne sais pas si c'est une exportation, puisque bon, de la pêche, des produits de la pêche de Gaza à la Cisjordanie. Est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que des choses vont bouger ? Est-ce qu'il ne se passe rien ? Il y a des déclarations de construction à Ramat Shlomo. Maintenant, c'est à Ramat Shlomo. Ici, vous avez d'un autre côté, quand Uri Ariel, le ministre du Logement, déclare qu'il pense aller s'installer avec sa famille à Silouane, je veux dire, on peut aussi être perplexe. Si ce n'est pas de la provocation, ça non plus. Donc, il y a une surenchère des deux côtés qui ne mène à rien. Au lieu d'arrêter cette surenchère, faites quelque chose. Proposez, avancez au niveau politique. Daniel Haïk, là-dessus. Écoutez, je crois que Mahmoud Abbas est devenu le maestro du double langage. Et que le langage qu'il tient aujourd'hui est un langage de fermeté, de dureté, un langage qui s'approprie, qui ressemble singulièrement à celui de certains leaders du Hamas. On en a parlé, il semble que Mahmoud Abbas veuille, dans sa volonté de vouloir être le représentant, le leader de l'ensemble du peuple palestinien, de celui de Cisjordanie, Judée, Samarie et de la bande de Gaza. Il durcit le ton. Cette lettre en est la preuve. Ce n'est pas la première fois que Mahmoud Abbas utilise ce double langage. C'est l'homme qui, d'un côté, condamne le terrorisme, mais d'un autre côté, nomme les places de Ramallah au nom des terroristes suicidaires qui ont commis des attentats contre la population israélienne. C'est celui qui condamne d'un côté le terrorisme et qui finance, qui attribue à des familles de terroristes suicidaires des allocations mensuelles. Donc il y a là un double langage et il y a là une volonté de durcir le ton. Et cette volonté, elle n'est pas anodine, elle n'est pas innocente de la part de Mahmoud Abbas. Il y a une volonté de faire monter la pression pour essayer de mettre les Américains sous pression. Essayer de leur dire attention, ça chauffe. Si vous ne trouvez pas une solution, s'il n'y a pas de solution, nous irons à l'ONU et nous enclencherons cette démarche unilatérale auprès des Nations Unies visant à une reconnaissance de l'État palestinien dans les 2 ans. Donc, il vaut mieux essayer de trouver une solution et c'est peut-être ce que John Kerry veut tenter d'enclencher avec Saeb Erekat aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus grave que ça. Je veux dire qu'il y a l'ONU. Bon, l'ONU, on sait très bien qu'il y a plein de résolutions et puis après, il ne se passe rien, on passe à autre chose.
le fait que la Suède a reconnu l'État palestinien et que la France pense à le faire. Je veux dire, si des États le font, c'est beaucoup plus grave que l'ONU. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que des relations bilatérales se développent. Vous avez dit, Gilbert, vous avez parlé de Benyamin Netanyahou qui lui aussi tenait un double langage, d'un côté annonçant la construction de trucs et d'un autre côté appelant au calme sur le mont du Temple. Ce n'est pas un double langage. C'est-à-dire, ce n'est pas un double langage. C'est-à-dire construire dans les quartiers juifs de Jérusalem, comme dans le quartier de Ramat Shlomo, qui est à Jérusalem Est, qui est à Jérusalem Est, mais qui ouais. est un quartier juif. Il faut préciser, il faut rappeler que le plan Clinton, Clinton, qui a été conçu à la fin du mandat de Bill Clinton, en l'an 2000, prévoyait que dans un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, eh bien, les quartiers arabes passeraient sous souveraineté palestinienne, mais les quartiers juifs de l'Est de Jérusalem resteraient sous souveraineté israélienne. Donc là, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. On est en train, justement, et là, Benyamin Netanyahou est en train d'essayer de rétablir une forme d'érosion qui s'est produite au sein de la communauté internationale, qui, d'une certaine manière, à la suite des appels des appels à l'émeute lancés par Mahmoud Abbas pour protéger la mosquée d'Al-Aqsa qui, soi-disant, était dans une situation extrêmement menacée, eh bien, Benyamin Netanyahou veut rétablir l'ordre à ce niveau-là. Il faut que les Israéliens puissent construire dans les quartiers juifs de l'Est de la capitale. Ne serait-ce que pour un développement démographique, ne serait-ce que parce que c'est le droit et qu'il y a une loi israélienne qui reconnaît la souveraineté de l'État d'Israël sur l'intégralité. C'est exactement là qu'on bute sur une impasse parce qu'il n'y aura jamais de temps opportun pour construire à Jérusalem. Je suis passé à Ramat Shlomo il n'y a pas très longtemps. Ok. Vous avez Pisgat Ze'ev, Shuafat et Ramat Shlomo. Oui. Ok, on construit à Shuafat, on parle, ils le disent, le temps que ça se fasse, ça prend encore du temps. Vous avez au milieu Shuafat, où il y a plein d'émeutes, où les gens... J'habite dans le quartier de Katamon, il est à côté du quartier de Bet Safafa. Il y a des quartiers arabes et juifs. Sont entassés les uns sur les autres, et là-bas, ils étouffent. Et à côté, on construit. Quand Bibi Netanyahou dit... normalement, effectivement, en théorie, les gens devraient pouvoir habiter partout, les Juifs partout et les Arabes partout, puisqu'on veut une ville de Jérusalem unifiée. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Attendez, est-ce qu'il avait dit quelque chose? Je parle même pas de Jérusalem. Quand le rabbin de Tzfat, de Safed, avait dit aux habitants de la ville de ne pas louer d'appartements aux Arabes. Est-ce qu'il y a eu une réaction? Non. Maintenant, est-ce que les Arabes de Jérusalem... Il y a eu des réactions de critique, pas au gouvernement, en tout cas. Non, au gouvernement, il n'y en a pas eu. On n'a pas cautionné ce genre de déclaration. Non, il n'y en a pas eu, parce que sinon, il y a la Baïta Yehudi, il y a le foyer juif qui lui tombe dessus. Mais... Comment construire, Gilbert? Comment faire? Il y a 180 000 habitants juifs dans la partie est de Jérusalem. C'est la seule chose qu'on fait. À la fin de l'opération Bordure Protectrice, ils n'ont rien trouvé d'autre que de déclarer l'appropriation de 4000 dunams près de Gush Etzion. Mais ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. Même si en théorie, tout le monde doit pouvoir vivre partout. Maintenant, il y a quand même un but politique là-dedans. C'est d'isoler les quartiers arabes et de mettre des juifs, comme les juifs qui vont s'installer à Siloane, pour qu'il y ait... C'est totalement différent. Le fait qu'il y ait des juifs qui s'installent... Pour ne rien rendre. L'unification de Jérusalem, on sait que c'est une grande blague, ce sont des paroles vides de sens. Je ne sais pas quand vous êtes allé pour la... Vous habitez à Jérusalem? Oui. Quand est-ce que vous étiez dans le quartier de Salah ad-Din récemment? Je suis tous les jours... Allez, dites-moi, ça... Je passe tous les jours dans le quartier de Silouane. Je passe tous les jours dans le quartier de Silouane. Vous allez faire vos courses... Non, je ne vais pas faire mes courses parce qu'il n'y a pas... Je parle Salah ad-Din, qui est tout à côté des quartiers juifs. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pour vous, il y a une division effective de Jérusalem aujourd'hui? Ça veut dire que quand vous passez là-bas, vous avez vous sentez très bien que la ville n'est pas unifiée, que c'est un mythe qu'on nous vend et que c'est le résultat du lavage de cerveau. Maintenant, tout ça, ça doit faire partie des négociations. Mais alors, ce que vous dites... D'accord, alors on peut justifier en théorie la construction, les Juifs ont le droit d'habiter partout, c'est Israël, Jérusalem unifiée. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on propose? On négocie sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Gaza? Vous dites, Mahmoud Abbas parle comme certains dirigeants du Hamas, mais il faut... Alors, on ne leur parle pas à cause de ça, on ne leur parle pas, on négocie pas. On peut critiquer Benyamin Netanyahou sur... On peut certainement critiquer Benyamin Netanyahou sur ça. On peut effectivement critiquer Benyamin Netanyahou. Rien. Ok, je répète, dites-moi ce qu'on présente comme programme. On peut effectivement critiquer Benyamin Netanyahou
sur son attentisme et sur sa passivité. Mais il y a deux éléments d'abord. Il y a le fait qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation extrêmement dangereuse et extrêmement risquée au niveau proche-oriental. Regardez comment tout bout autour de l'État d'Israël, regardez comment la situation est particulièrement instable. Je répète, imaginez qu'Israël ait signé un accord en mars 2000, entre Hafez el-Assad, le président syrien, et l'État d'Israël et Ehud Barak à l'époque. Imaginez que cet accord ait été mis en application et qu'Israël se soit retiré de l'intégralité du plateau du Golan. On aurait eu aujourd'hui des Al-Qaïda, Al-Nosra et peut-être l'État islamique au bord du lac de Tibériade. Je n'imagine pas. La réalité, elle me donne déjà assez à voir. Vous comprenez qu'il peut y avoir quelques hésitations de la part d'un leader. Je ne veux pas être à la place de Benyamin Netanyahou, je ne me sens pas suffisamment capable de lui donner des leçons. Mais en même temps, il faut avouer que du côté palestinien, eh bien, lorsque l'on voit la lettre de Mahmoud Abbas, lorsque l'on voit les propos qu'il tient concernant la mosquée d'Al-Aqsa, on n'est pas particulièrement enthousiasme pour enclencher une négociation. Alors on négocie pas, mais il va encore y avoir des morts, il y aura encore une opération avec Gaza, et un jour c'est le Hezbollah. Le fait est que vous faites presque partie aujourd'hui, pas des irréductibles, mais il y a de moins en moins de gens. Regardez ce glissement progressif qui existe vers la droite à chacun des conflits. Et vers la droite extrémiste. Maintenant c'est le monde du temps. Mais d'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit comme celui qui s'est produit l'été dernier, eh bien, il y a des gens dans la population israélienne qui sont désabusés, qui sont de plus en plus sceptiques quant aux véritables intentions des Palestiniens. Et là, ils sont sceptiques lorsqu'ils voient les Palestiniens. Même si de prime abord, ils pouvaient être de gauche, même si de prime abord, ils pouvaient accuser de faire partager les responsabilités entre Israël et les Palestiniens, de plus en plus de gens se disent il y a quelque chose qui cloche. Ce conflit a une dimension qui nous échappe. C'est pour ça qu'il faut résoudre ce conflit. Sinon, on va tous crever un jour. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite Jonathan Geffen qui a dit aujourd'hui un politicien, ce qu'il voit, c'est les prochaines élections. Un homme d'État, il voit les prochaines générations. Comment est-ce que... Gilbert, j'ai effectivement entendu la même phrase, je vais vous dire. J'ai effectivement entendu la même phrase d'un homme très célèbre que vous connaissiez, qui s'appelait Teddy Kollek, qui était le maire de Jérusalem, maire mythique de Jérusalem. Il m'a dit cette phrase également en 1998 à l'occasion du 50e anniversaire de l'État d'Israël. Il m'a dit la paix, c'est une signature au bas d'un document qui va profiter aux hommes politiques. La réconciliation, ce que l'on appelle la sulha en arabe, la réconciliation, cela prendra des générations et des générations. Je préfère une paix à des guerres. Même s'il n'y a pas de réconciliation, qu'il y ait une paix, que les gens puissent vivre. Vous savez combien maintenant aujourd'hui, j'ai lu, je ne sais pas si c'est sur votre site ou ailleurs, qu'il y a déjà maintenant des soldats qui ont combattu à Gaza qui sont en état de traumatisme. Donc, bien sûr que la paix est préférable à la guerre. On ne fait rien là-bas. On a vu d'expérience. Vous savez quoi? Tout ça va encore changer. J'ai regardé, il y avait une série de films sur la guerre de Kippour sur la première chaîne il n'y a pas longtemps, comme on était au mois d'octobre. Comment est-ce que notre arrogance, et je dis notre à l'époque parce que c'était unanime, nous a amené, il fallait voir comment les militaires parlaient, on va faire qu'une bouchée des Égyptiens, on traverse le canal, tout ça, je crois qu'on a sous-estimé le Hamas, regardez ce qui s'est passé, on va nettoyer les tunnels, ça va prendre 2-3 jours, ce genre de choses. Maintenant, à Jérusalem, il y a une atmosphère explosive, il y a le problème... Attendez, on parle, comme vous dites, ça va à droite. Vous avez vu jusqu'où ça va à droite? Vous êtes allé à l'Institut du Temple dans la vieille ville, vous avez vu cet endroit? Pourquoi ça va à droite? C'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi tant de gens qui étaient... Puisque l'on commémore le 19e anniversaire de l'assassinat de Rabin, pourquoi au moment d'Oslo, il y avait tant de gens qui étaient favorables au processus, qui y croyaient fermement, et pourquoi ces gens-là sont désabusés, ont perdu toutes leurs illusions aujourd'hui concernant le processus de paix? Mais je ne suis pas sûr, parce que il y a toujours... Pourquoi il y a seulement 20% à 25% des Israéliens qui pensent qu'il y a un règlement possible dans cette génération? Pourquoi? C'est ça la question. Mais il faut le changer, ça.
Eh oui, mais ça se change. Mais, Alors, là, mais vous trouvez normal qu'on vive dans un pays en disant il n'y a rien à faire, c'est notre destinée. Je pose des questions. C'est notre destin imposé d'en haut ou de je ne sais pas quelle force de continuer à vivre par l'épée. Qui a envie de vivre comme ça? Si vous voulez, il parle de sécurité, mais la politique du gouvernement, elle ne nous amène pas la sécurité. C'est pas une politique. Il faut être deux pour faire la paix, vous êtes d'accord? Eh bien oui, mais on fait la paix avec ses ennemis aussi, ça on le répète tout oui, le on temps. fait la paix avec... C'est une phrase d'Yitzhak Rabin, on fait la paix avec ses ennemis, mais lorsque ses ennemis ont accepté l'existence du partenaire. S'il n'accepte pas l'existence... S'il l'accepte à la fin d'une négociation, dites-moi... Vous êtes prêt à faire la paix Mais attendez, avec... vous m'avez parlé de... Oui, je suis prêt. On fait la paix avec un ennemi lorsqu'il est prêt à arrêter la haine. Si on a fait la paix avec l'Allemagne, on peut certainement faire la paix avec nos voisins. Mais on a fait la paix avec l'Allemagne lorsque l'Allemagne est redevenue une démocratie. Après la guerre et au moment où Adenauer était chancelier, et à l'époque des réparations, les nazis vivaient comme des rois en Allemagne. On l'a découvert. Après, ils n'ont rien fait pour ça. L'Allemagne n'avait pas encore dénoncé ce qui... Si, je mélange parce que c'était beaucoup plus grave ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il y a un processus de lavage de cerveau. Comme le gouvernement ne propose rien et qui répète toujours la même chose, ça finit par avoir de l'influence sur les gens qui regardent les Palestiniens comme nos pires ennemis. Les Arabes, c'est toujours pareil. Or, c'est pas toujours pareil parce que c'est nous qui en prenons aussi plein la gueule. Alors, vous avez parlé justement du sentiment des Israéliens dans les sondages. On va écouter quelques réflexions justement suscitées aujourd'hui par cette lettre de condoléances qui a donc provoqué beaucoup de réactions dans la classe politique israélienne. Qu'en pensent justement les Israéliens dans la rue aujourd'hui? Réaction recueillie par David Klezeski. On écoute. D'un côté, cet homme dit vouloir la paix. D'un autre côté, il encourage le terrorisme. Il n'y a pas à réfléchir. Il a un double langage. D'un côté, il s'adresse à son peuple et en parallèle, il vient nous parler de paix. C'est un hypocrite. On ne peut pas lui faire confiance, comme Yasser Arafat, malheureusement. Il joue le jeu soi-disant du processus auquel il dit croire. Voilà donc pour ces quelques réactions. Et puis donc ce soir, on parlait de cette initiative américaine. Est-ce qu'à votre avis d'ailleurs, cette initiative américaine aujourd'hui est, on va dire, influencée par ce qui se passe à Jérusalem? Et notamment, on sent bien une nouvelle condamnation ce soir des Américains à propos de ces logements, de la construction de ces logements dans le quartier de Ramat Shlomo dont vous parlez. Est-ce que les Américains aujourd'hui sont, on va dire, plus distants vis-à-vis d'Israël que des Palestiniens? En tout cas, si on doit se référer à la crise qui s'est produite la semaine dernière à la suite des propos, des insultes d'un proche de Barack Obama en direction de Benjamin Netanyahou, il y a effectivement une certaine distance, même si après John Kerry s'est excusé, même si beaucoup, c'est-à-dire cette démarche a été critiquée et par la presse américaine et par les démocrates, les membres du Congrès américain, effectivement, il y a une certaine distance. Et quelque part, on a le sentiment que John Kerry veut tenter une option de la dernière chance. Je ne suis pas sûr qu'il y croit vraiment, mais ce qui peut être inquiétant, c'est que si cette option échoue, si cette nouvelle tentative échoue, il n'est pas impossible que l'on assiste à un scénario que l'on pourrait qualifier de catastrophe dans lequel les Américains n'imposeraient plus leur veto à une résolution pro-palestinienne au sein du Conseil de sécurité. Le contexte, la tension qui existe dans les relations entre les Américains et Israël aujourd'hui, entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, pourrait laisser penser que cela est possible. Ça inquiète beaucoup l'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais un geste comme celui-là serait un geste extrêmement fort qui aurait des répercussions internes aux États-Unis. Il faut le rappeler que demain, il y a les élections du mid-term et que Barack Obama est en position extrêmement délicate, qu'il est probable que le Sénat passe entre les mains des républicains. Et une décision de ce type pourrait tout simplement aller jusqu'à propulser un candidat républicain à la Maison-Blanche en 2016. Alors, il nous reste quelques minutes, mais on va tout de suite justement retrouver 2016. Léa Berdugo qui se trouve devant l'ambassade américaine en Israël. Justement, Léa, bonsoir. Effectivement, il y a ce soir, tard dans la soirée, pour nous ici en Israël, cette rencontre entre Kerry et le négociateur palestinien Erekat.
Oui, exactement. Alors au menu des discussions, la relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, des pourparlers qui ont été avortés à cause de plusieurs points d'achoppement. Parmi eux, la question de la libération des prisonniers palestiniens et celle de la construction dans les implantations, que ce soit en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Alors vous l'avez dit, John Kerry compte sur une reprise inespérée des discussions entre Israéliens et Palestiniens. Et aujourd'hui, le climat est extrêmement tendu. Je fais référence au projet qui a été accordé par Israël, donc le feu vert sur un projet de 500 logements à Jérusalem-Est, une décision qui a déjà été qualifiée d'inopportune par Washington. Alors vous en parliez également, on peut également se poser la question du timing de cette rencontre entre John Kerry et Saeb Erekat. On est à la veille d'élections de mi-mandat aux États-Unis, car si Barack Obama peut difficilement être attaqué sur sa politique économique et sociale, eh bien il peut l'être un peu plus sur son programme de politique étrangère et notamment sur cet échec des discussions entre Israéliens et Palestiniens. C'est donc peut-être la dernière tentative de John Kerry d'apporter sa pierre à l'édifice de la paix au Proche-Orient. Merci Léa Berdugo, en direct donc de cette ambassade américaine à Tel Aviv. Gilbert Finkel, est-ce qu'à votre avis les Américains ont encore un rôle à jouer ou pas, ou est-ce que maintenant tout doit se passer? Je veux dire, on parle effectivement, à chaque fois il y a un nouvel incident. Au niveau diplomatique, c'est lamentable. On a ce type-là qui a traité Netanyahou de chicken shit, je veux dire, ça ne tient pas debout. D'un autre côté, Yalon est devenu persona non grata aux États-Unis, il ne s'est pas gêné non plus. Lui, il a utilisé des termes beaucoup plus polis quand il a traité John Kerry d'obsessionnel messianique. Je veux dire, où est le langage diplomatique dans tout ça? Où va-t-on? On croit rêver. Je veux dire, ça ne ressemble à rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, et je le dis délibérément entre guillemets, de sans arrêt blâmer et de dire qu'il n'y a personne, plutôt que d'essayer de faire quelque chose avec le partenaire qu'on a aujourd'hui, qui est certainement un des moins mauvais qu'on a comme chance d'avoir, plutôt que de se retrouver avec uniquement des gens comme Ismaël Haniyeh et Khaled Mashal. Ça vaudrait quand même le coup de proposer quelque chose. Mais le gouvernement ne propose pas, parce qu'à part Jérusalem, il y a d'autres choses à régler. Okay, entre nous, Jérusalem, c'est une très grande pierre d'achoppement, mais il y a quand même pas mal de discussions à avoir, dont des discussions à propos de Gaza. Est-ce qu'on fait quelque chose pour essayer de calmer, pour qu'il n'y ait pas de reprise, pour qu'il n'y ait pas de mort, pour qu'il n'y ait pas tout ça? Et qu'est-ce qu'on propose? Et on trouve des excuses sans arrêt, ça revient à ça, que le partenaire n'est pas fiable, là ça va pas, quelqu'un qui écrit comme ça, mais effectivement, on n'a pas entendu quand il a dit qu'il vient de sa fête, mais il ne veut pas y retourner. Je veux dire, quand c'est quelque chose qui est beaucoup plus conciliant, on ne l'entend pas. Et comme ça, on a une bonne excuse pour à nouveau ne rien faire. Mais essayons. Je veux dire, peut-être qu'à ce moment-là, il dévoilera son vrai visage et ça sera bon pour nous. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ça ne veut pas dire que demain, on se lève et qu'on se retire. 30 secondes. Je pense que l'initiative de Kerry est pour la forme. Si elle était sérieuse, eh bien, John Kerry aurait eu le temps de proposer un plan. Il n'y a pas de plan, il n'y a aucune nouvelle initiative de la part des Américains, ils n'ont aucun nouveau tour dans leur chapeau, et donc c'est la preuve que finalement c'est une question, une initiative pour la forme, pour essayer de dire on a tout fait dans ce dossier, et ça a échoué. Et ben voilà, et puis en plus il y a les élections demain, les fameuses élections de mi-mandat aux États-Unis. Merci Daniel Haïk, merci Gilbert Finkel, membre du parti Meretz. On reparlera évidemment de la situation en Cisjordanie dans un instant, suite du grand direct. Restez avec nous, on ira également en France, où des attentats djihadistes auraient été déjoués ces derniers mois. À tout de suite. Une lettre de condoléances qui irrite en Israël, celle que Mahmoud Abbas a envoyée à la famille du terroriste palestinien, auteur présumé des coups de feu contre le rabbin Glick à Jérusalem. La France, confrontée à la menace des djihadistes de retour de Syrie, plusieurs attentats auraient été déjoués ces derniers mois, et notamment à Nice. On en reparle dans un instant. L'Ukraine, au lendemain du vote en faveur des pro-russes dans l'Est, le risque de sécession s'agrandit malgré les mises en garde internationales. C'est le scénario redouté par les services de sécurité de la plupart des pays occidentaux. La France aurait déjoué plusieurs attentats ces derniers mois en arrêtant des djihadistes de retour de Syrie où ils avaient été combattre avec les islamistes. L'un de ces attentats devait même viser le célèbre carnaval de Nice. Maxime Pérez.
Au moins 3 projets d'attentats ont été déjoués en France ces derniers mois. C'est ce qui ressort d'une note de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, révélée ce lundi. Des attentats en lien avec les filières djihadistes en Syrie, puisque 3 des suspects arrêtés y auraient combattu dans le passé. Ils ont été appréhendés par la police en plein préparatif d'attaque sur le territoire français. Les terroristes visaient la région d'Île-de-France, l'île au nord et la ville de Nice sur la Côte d'Azur. Il y a tout juste un an, Lies Darani était ainsi arrêté à Lille, muni d'un mode d'emploi expliquant comment confectionner une bombe, ainsi qu'une lettre en forme de caution religieuse pour commettre une action suicide. Plus récemment, en juillet dernier, la DGSI interpellait Mohamed Ouarahani à Créteil. Il venait de rentrer de Syrie via le Liban, où il avait préparé une action contre des intérêts chiites. Il se renseignait sur des cibles en France, lui aussi planifiait une action kamikaze. Enfin, le projet le plus avancé est sans doute celui d'Ibrahim Boudina, arrêté en février sur la Côte d'Azur. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi 3 canettes remplies de TATP, un explosif artisanal capable de produire l'effet de plusieurs dizaines de grenades. Tout juste débarqué de Syrie, le jeune homme avait en ligne de mire le carnaval de Nice, qui devait démarrer 2 jours plus tard. Il envisageait une action aussi spectaculaire que celle menée par Tamerlan Tarsanayev au marathon de Boston en avril 2013. Dernier nom sur la liste de la DGSI, Mehdi Nemmouche, l'homme de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Lors de son arrestation à Marseille au mois de mai, il était armé et caché dans ses bagages un masque à gaz, des éléments qui laissaient présager le pire selon les policiers. Depuis le déclenchement des frappes contre des cibles djihadistes en Irak, la France a renforcé son dispositif de surveillance à ses frontières et sur son sol. Du risque d'attentat à celui de kidnapping de ressortissants français à l'étranger, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée. Alors l'un de ces attentats déjoués visait donc, semble-t-il, le carnaval de Nice, l'une des manifestations les plus populaires organisées justement dans cette ville, dont le député-maire UMP, Christian Estrosi, est en ligne avec nous. Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Alors vous êtes en colère ce soir, Christian Estrosi, parce que vous estimez ne pas avoir été informé de cette menace, c'est cela ? Je suis en colère pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'une note de la DGSI, des services de sécurité intérieure de la France, révèle ce matin qu'il y a eu effectivement la menace d'un homme tout juste débarqué de Syrie qui envisageait un attentat à l'explosif lors du dernier carnaval de Nice. Et donc c'est avec stupeur que j'apprends que cet attentat d'abord a été déjoué, c'est une bonne chose, mais en même temps il se trouve que la loi française impose au ministère que le maire l'informe sans délai et que les informations les plus importantes en matière de sécurité sur la ville soient portées immédiatement à la connaissance directe du maire de la commune. Pourquoi suis-je en colère ? Parce que d'abord, on ne peut pas me faire croire qu'un attentat ne serait préparé que par un djihadiste tout seul, et qu'il y a forcément des complices. Que ce qui garantit aujourd'hui la sécurité de la ville, même si c'est l'autorité de l'État et la police régalienne nationale de l'État qui doit la garantir avec l'armée si nécessaire, c'est en ma qualité de maire que j'ai pu développer dans notre cité un réseau de près de 1000 caméras de vidéosurveillance. La police municipale la plus importante de France, qui a une convention de signer avec la police nationale selon laquelle, systématiquement, lorsqu'il y a un risque, une menace qui pèse sur la ville, le préfet en informe le maire et nous mutualisons nos moyens pour garantir la sécurité et de notre population et de nos visiteurs. Je rappelle que le carnaval de Nice, c'est près de 800 000 à 900 000 visiteurs par an. Je trouve que c'est de la part de l'État français et du gouvernement français une attitude extrêmement désinvolte et dangereuse.
Alors, autre sujet sur lequel je voudrais avoir votre avis aujourd'hui, et là on quitte celui des djihadistes, mais on reste quand même au Moyen-Orient. Christian Estrosi, à l'initiative de plusieurs parlementaires français, il semble que certains envisagent de faire voter une reconnaissance par la France de manière unilatérale de l'État palestinien, comme cela a été fait en Suède ou en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous adhérez ? Écoutez, à l'identique de la Suède ou de la Grande-Bretagne, dont je n'apprécie pas l'initiative, je le dis très clairement. 3 députés socialistes et une dizaine de sénateurs, à la fois socialistes et d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire identifiés comme venant de l'ultra-gauche, propose au Parlement de suivre la voie de la Suède et de la Grande-Bretagne. Je condamne fermement cette attitude. Je m'y oppose et je m'y opposerai de toutes mes forces. C'est aussi une initiative dangereuse qui risque d'entretenir l'illusion selon laquelle Israël et la Palestine, surtout les Palestiniens, l'autorité palestinienne pourrait s'exonérer de toute négociation et de tout compromis avec Israël, que la communauté internationale pourrait imposer une solution unilatérale à l'État israélien. Nous savons qu'aujourd'hui l'autorité palestinienne n'est pas capable, ou en tout cas n'a pas imposé d'avoir un gouvernement légal et légitime qui impose son autorité sur toute la population, que ce soit celle qui dépendent de Ramallah ou celles qui soient sur la bande de Gaza. Face aux menaces qui continuent à peser sur Israël avec le Hamas, qui est un mouvement terroriste allié d'ailleurs des djihadistes, et c'est pour cela que j'ai toujours considéré que pour nous c'était une guerre globale. Pour moi, il ne serait pas acceptable que la France s'aligne sur la position de la Suède et de la Grande-Bretagne. En tout cas, je ferai partie des parlementaires qui s'y opposeront. Merci beaucoup Christian Estrosi, député maire UMP de Nice. Vous étiez donc invité à réagir ce soir à ces événements. Merci beaucoup. En Irak, maintenant, l'état d'alerte est maximum à la veille de la grande fête des musulmans chiites. Il s'agit de l'Achoura, crainte d'attentat au lendemain d'un nouvel acte terroriste qui a tué au moins 13 chiites hier à Bagdad, la capitale. Julia Ganancia. Dimanche sanglant à Bagdad, les attentats à la voiture piégée visaient des pèlerins chiites musulmans se préparant pour l'importante célébration religieuse de l'Achoura. La première explosion, qui a fait 13 morts, a eu lieu dans le quartier Al-Ilam, dans le sud-ouest de la capitale, près d'une tente où les fidèles étaient regroupés avant la grande fête chiite. À Sadr City, un quartier chiite du nord-est de Bagdad, au moins 6 personnes ont péri dans un second attentat à la voiture piégée contre un rassemblement chiite. Enfin, une voiture piégée a explosé à un point de contrôle de la police dans le centre de Bagdad et a fait 5 morts. Comme tous les ans, des centaines de milliers de pèlerins chiites se rassemblent à Karbala, au sud de Bagdad, pour y commémorer la mort de l'imam Hussein, l'une des figures les plus respectées du chiisme. Les célébrations, qui culmineront mardi, ont souvent été marquées par des attaques meurtrières visant les fidèles qui rejoignent à pied Karbala, mais la menace est encore plus grande cette année. Les djihadistes sunnites du groupe État islamique ont pris le contrôle de larges zones du territoire irakien, dont des régions du sud de Bagdad, et considèrent les chiites comme des hérétiques. Le déroulement et la sécurité du pèlerinage sont un test majeur pour le nouveau gouvernement du Premier ministre Haïdar al-Abadi, comme pour les forces de sécurité qui peinent à regagner le terrain perdu cette année face aux djihadistes. La sécurité a été renforcée entre Bagdad et Karbala, avec plus de 26 000 soldats et policiers et 1 500 volontaires issus de milices chiites déployés sur la route et dans la ville sainte. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se présente, mais elle l'interpelle en Israël. La sœur de l'un des dirigeants du Hamas, Abou Marzouk, vient d'être admise dans un hôpital du centre d'Israël pour être soignée alors qu'elle souffre d'un cancer en stade très avancé. D'autres dirigeants du Hamas ont également eu recours aux hôpitaux israéliens par le passé pour leur famille. Reportage à Tel Aviv, David Kezevski. Ils sont plusieurs milliers de Palestiniens chaque année à réclamer une assistance médicale d'Israël pour se faire soigner dans les hôpitaux de l'État hébreu. Une demande généralement acceptée,
Mais le nom de certains des patients est très familier des Israéliens. Marzouk, Haniyeh. Ce sont les hauts responsables du Hamas qui, eux aussi, n'ont pas hésité à envoyer leurs proches en Israël, territoire ennemi, pour s'y faire soigner. Contacté par i24 News, l'hôpital Ichilov de Tel Aviv affirme qu'aucun des patients palestiniens n'est impliqué dans des actes de terreur. Avant d'être inspecté par les docteurs, le parcours de ces patients est minutieusement ausculté par les spécialistes des services secrets israéliens. Face à cette situation, la plupart des médecins israéliens refusent de s'interroger sur l'origine du malade. L'éthique médicale est mise en avant. S'ils détestent eux aussi Israël, est-ce qu'ils accepteraient d'être soignés ici? Probablement pas. Donc il faut voir ça au cas par cas, sans poser de jugement à cause de leur famille. On peut garder à l'esprit d'où ils viennent, mais sans juger. Chaque individu a droit d'être soigné, peu importe son état de santé. En tant que médecin, c'est notre métier. Parfois, on ne doit pas juger, juste soigner, c'est notre métier. Je pense qu'il faut faire la distinction entre la politique, la guerre d'une part, et notre devoir moral en tant qu'Israéliens, professionnels et personnel médical d'autre part. Il faut offrir des soins à tous ceux qui en ont besoin. 2 mois seulement après avoir été bombardés par le Hamas, les équipes médicales tiennent malgré tout à rester fidèles à leur vocation. Mais ces hospitalisations à répétition de patients liés au Hamas pourraient ébranler une partie de l'opinion israélienne. Le mois dernier, ce n'est autre que la fille du chef islamiste Ismail Haniyeh qui s'est offert les services des hôpitaux israéliens. Aujourd'hui, c'est la sœur d'Abou Marzouk, porte-parole du Hamas, atteinte d'un cancer. Nouveau naufrage d'un navire transportant des migrants. Cette fois, cela se passe sur le Bosphore, au large d'Istanbul, en Turquie. Au moins 24 migrants sont morts noyés. Il s'agissait d'Afghans et de Syriens cherchant à rallier l'Europe. En Ukraine, le vote sans surprise qui a conduit à la victoire les séparatistes dans l'Est hier pose maintenant la question de l'avenir de cette partie de l'Ukraine. Son rattachement à la Russie semble désormais inéluctable malgré les protestations internationales. Leslie Rezoug. La Russie et l'Ukraine à couteau tiré. Après le succès des élections de dimanche dans les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, les deux pays se livrent ce lundi à une véritable guerre des mots. Si selon Kiev, ce scrutin est une farce dirigée sous la menace des chars, Moscou considère qu'il a entériné l'autorité des dirigeants rebelles. Désormais, ces chefs de gouvernement pro-russes se posent en interlocuteurs incontournables du gouvernement ukrainien. L'activité de notre peuple a montré que nous pouvons non seulement faire la guerre, mais nous battre aussi pour une vie heureuse dans l'avenir. Nous sommes prêts à parler à tous ceux qui voudront bien nous écouter, afin que le sang ne soit plus jamais versé sur cette terre. Un discours qui n'est pas du goût du gouvernement de Petro Porochenko. Il estime qu'il signe le coup d'arrêt au processus de paix détaillé dans le traité de Minsk, signé le 5 septembre dernier entre les deux parties. Une analyse dénoncée par Alexander Zakharenko, reconduit sans surprise au pouvoir à Donetsk. À Minsk, nous avons signé un document dans lequel nous avons précisé que nous avons la possibilité de tenir des élections libres sur notre terre. Il n'y avait pas de date mentionnée et l'organisation de cette élection n'a pas été discutée. Concernant l'accord de Minsk, notre opinion est que nous avons rempli chaque point de l'accord, et même plus. Dénoncées par l'Union européenne et les Nations unies, ces élections risquent de sceller la perte de contrôle par Kiev des territoires séparatistes de Donetsk et Lugansk. Une première étape qui pourrait conduire les séparatistes à suivre l'exemple de la Crimée. À l'issue d'un vote similaire en mars dernier, le pouvoir de Crimée avait signé son rattachement à la Russie. Le but des indépendantistes semble donc clair, appartenir à terme à une grande Russie réunifiée. En Afrique, à présent, la crise au Burkina Faso laisse peut-être entrevoir une issue favorable ce soir. Les militaires qui ont pris le pouvoir vendredi dernier seraient disposés et auraient même rouvert les frontières. Ce soir, elles étaient fermées depuis vendredi. Le retour des civils à la tête du pays est également envisagé. Julia Ganancia. Situation toujours tendue ce lundi au Burkina Faso. Dimanche, la journée a été marquée par la mort d'un jeune homme qui manifestait devant la télévision nationale, tué par une balle perdue selon l'armée. Parmi les manifestants, essentiellement des jeunes, la déception et le mécontentement se faisaient sentir avant que les soldats ne dispersent l'attroupement. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Les Occidentaux veulent placer les militaires pour pouvoir nous gouverner.
Le peuple burkinabé a l'œil ouvert maintenant. En fin de journée, l'armée a renouvelé son engagement à une transition concertée avec toutes les composantes de la société burkinabé après une rencontre avec les chefs de l'opposition. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, poursuivait également des consultations avec les ambassadeurs de France et des États-Unis, représentant deux alliés de poids du Burkina. Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Un organe de transition sera mis en place avec toutes les composantes qui seront arrêtées par large consensus et pour une durée qui sera également précisée. Car la communauté internationale a largement condamné la prise de pouvoir par les militaires. La médiation internationale tripartite au Burkina, conduite par l'ONU, l'Union africaine et l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, a évoqué la menace de sanctions. Si l'ancien président Blaise Compaoré a été chassé par la rue après 27 ans au pouvoir et s'est réfugié en Côte d'Ivoire, certains exigent qu'il comparaisse désormais devant la justice internationale. Le Burkina Faso, petit pays sahélien enclavé de 17 millions d'habitants, est plongé dans l'incertitude sur son avenir politique. Et on passe au sport tout de suite. Avec tout d'abord une information qui concerne justement l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier prochain n'est pour l'instant pas reportée. C'est une décision qui a été annoncée aujourd'hui. On craignait justement qu'elle soit décalée à cause du virus Ebola qui frappe l'ouest du continent. On va parler maintenant du marathon de New York avec vous, Lise Barenbaum. Bonsoir. Bonsoir. Marathon qui est évidemment l'un des événements phares de l'année et c'est le Kenya justement qui a assis sa domination sur cette épreuve hier. Oui, après Berlin et Londres, c'est le Kenyan Wilson Kipsang qui a raflé son 3e prix. Il vient donc de gagner la 44e édition du marathon de New York et il est le premier coureur à triompher sur les 3 courses les plus prestigieuses du monde. Lui qui a été dépossédé de son record du monde en septembre dernier ne pouvait pas se contenter d'une 2e place. Donc dans les derniers kilomètres, il a bien combattu l'Éthiopien Lelisa Desisa. Il s'est aussi débarrassé du grand favori de l'épreuve, son compatriote Geoffrey Mutai qui avait gagné en 2011 et 2013, qui n'a fini que 6e cette année. Donc à 32 ans, Kipsang franchit la ligne d'arrivée en 2h10 minutes et 59 secondes. C'est un temps assez moyen puisque depuis 2003, aucun vainqueur du marathon de New York n'avait dépassé les 2h10 minutes. Mais ça n'a pas empêché Kipsang de repartir avec un chèque de $500 000. Un bonus qu'il empoche puisqu'il est premier au classement des World Marathon Majors, qui est un tableau qui regroupe les 6 épreuves de la discipline les plus importantes de la planète. On va écouter le marathonien justement qui nous parle de ce bonus très motivant. J'étais là et prêt, ma préparation a été excellente, car je savais que quoi qu'il arrive dans ces 3 villes, la seule chance pour moi de gagner le bonus, c'était de gagner New York. Je me sentais assez sûr de moi et j'ai essayé de jouer tactiquement pour être sûr de gagner. Alors voilà pour les hommes. Chez les femmes aussi, c'est une Kenyane qui a gagné. Oui, c'est Marie Ketani qui est arrivée donc en tête en 2h25 minutes et 7 secondes. Elle qui n'avait pas couru depuis les JO de Londres en 2012. Elle s'est imposée devant sa compatriote Jemima Sumbong et devant la Portugaise Sara Moreira. Alors, dans ce marathon de New York, c'est une tradition. Il y a également des people qui s'invitent. Et là, c'est une femme qui a fait sensation. Oui, au milieu des 50 000 athlètes, l'ancienne numéro 1 de tennis féminin, la Danoise Caroline Wozniacki, a bouclé son premier marathon en 3h26 minutes. Elle ne s'était jamais confrontée à une course de cette longueur, soit 42 km. Elle a donc relevé son défi avec brio. Et la première à l'accueillir sur la ligne d'arrivée, c'était son amie et sa consoeur Serena Williams. Je vous propose d'écouter les réactions de Caroline Wozniacki. Je savais que ça allait être très dur et je me suis préparée en imaginant que ça allait être vraiment très difficile. Mentalement, j'étais prête. Mais quand j'ai dépassé les 20 miles, je me suis dit « Oh mon Dieu, il y a encore beaucoup de chemin à faire ». Voilà, il y a aussi des marathoniens dans le tennis, donc c'est pas étonnant qu'elle ait réussi cette performance. Merci Lise Barenbaum pour l'actualité sportive. Le fabricant de machines à soda israélien SodaStream, qui s'est fait connaître en engageant l'actrice américaine Scarlett Johansson pour ses publicités, eh bien, a décidé de fermer son usine située en Cisjordanie. Souvent dénoncée par les mouvements de boycott anti-israélien, SodaStream a donc choisi de délocaliser son usine dans le sud d'Israël. Mais cela pourrait signifier également la perte d'emploi pour des dizaines d'ouvriers palestiniens qui travaillaient dans cette usine. C'est ce qu'on appelle un effet pervers de l'appel au boycott. Reportage sur place, Mathias Inbar.
C'est désormais entériné, SodaStream va fermer sa principale unité de production située en Cisjordanie, au cœur de la zone industrielle de Mishor Adoumim. Raison officielle invoquée, une crise économique qui toucherait la société de boissons gazéifiées depuis plusieurs mois. Pas un mot en revanche sur la campagne de boycott international dirigée par le mouvement BDS. Pas un mot aux journalistes non plus. Nous n'avons pas été autorisés à pénétrer à l'intérieur de la société. Aucun dirigeant n'a accepté de nous parler. C'est donc auprès du maire de Ma'ale Adoumim, l'une des plus grandes implantations juives de Cisjordanie et en charge administrativement de la zone industrielle, qu'il faut chercher des explications. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport direct avec le boycott. Les produits SodaStream se vendent bien aux États-Unis et en Europe, et la société a dû recevoir des aides en souhaitant s'installer dans le Negev. Mais cette fermeture et ce boycott envoient un message clair aux Européens. Vous ne faites que nuire aux Palestiniens que vous prétendez défendre. Plusieurs centaines de familles vont être au chômage. Quel résultat avez-vous obtenu? Le boycott n'emmènera pas la paix. Le boycott des implantations ne sanctionnera que les Palestiniens qui y travaillent. Plus de 500 ouvriers palestiniens parmi les 1300 employés devraient donc se retrouver au chômage. Certains, comme Rafak, errent dans les rues de la zone industrielle à la recherche d'un nouvel emploi. Rafak était justement employé par SodaStream. Il semble aujourd'hui plutôt résigné. Il n'y a pas de travail pour les Palestiniens à cause de la barrière, à cause de la situation sécuritaire et du nombre de permis de travail qu'ils délivrent pour qu'on travaille ici. C'est dur pour nous. Et en même temps, il n'y a pas de travail non plus dans les territoires palestiniens. Ils n'ont pas créé d'entreprise pour nous, ils ne nous donnent pas de travail. À l'origine de cette polémique, début 2014, la campagne de publicité à l'échelle mondiale dans laquelle l'actrice star Scarlett Johansson y vantait les produits. Mais depuis, le PDG de la compagnie, Daniel Berenbaum, l'a reconnu, l'unité de Mishor Adoumim est devenue une épine dans le pied pour l'entreprise. Nous n'en saurons donc pas davantage. Conséquence du boycott ou simple stratégie économique. Toujours est-il que ce portail restera fermé définitivement dans le courant de l'année 2015. L'actualité culturelle tout de suite. Littérature et cinéma, ce soir au programme Cinéma tout de suite avec vous Laetitia Loreni, bonsoir. Alors on va s'intéresser ce soir à un film qui cartonne aux États-Unis et qui pose une grave question, jusqu'où doit-on aller pour obtenir un scoop lorsqu'on est journaliste? Tout à fait, alors le film s'appelle Night Call en français, s'appelle Nightcrawler en anglais, c'est très intéressant de le dire en anglais puisque Nightcrawler c'est le nom qui est donné à ces journalistes freelance qui sont justement à la recherche des scoops scandales aux États-Unis. Donc Night Call en français, c'est un film avec un scénario complètement décalé, extrêmement violent et très dérangeant, l'histoire d'un sociopathe donc sans boulot qui va vivre d'images qu'il filme sur des lieux de crime, sur des accidents de voiture et qui derrière va les vendre à des chaînes d'information locales. On regarde ça tout de suite en images, on en reparle tout de suite après. In fact, I've made up my mind to find a career that I can learn and grow into. Who am I? I'm a hard worker. I set high goals, and I've been told that I'm persistent. And I'm thinking, the television news might just be something I love, as well as something I happen to be good at. Now, I know that today's work culture no longer caters to the job loyalty that could be promised to earlier generations. What I believe is that good things come to those who work their asses off. And that good people who reach the top of the mountain didn't just fall there. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. Voilà, bande-annonce choc, comme le film, hein, Laetitia Loreni. Alors, l'image des journalistes en prend un coup ou pas? Alors, c'est une critique de la morale. Ça remet en cause, en fait, la morale journalistique. C'est basé à Los Angeles. Pourquoi ils ont choisi de tourner ça à Los Angeles, qui a une grande partie... C'est presque un personnage dans le film Los Angeles, puisque bien, c'est vraiment l'endroit où info et divertissement s'entrechoquent complètement. On peut se poser plein de questions à la sortie de ce film. Quelles sont ces images qu'on nous vend? Est-ce qu'on est réellement obligé de les regarder ou est-ce qu'on nous les impose
impose. C'est un petit peu ce que remettait aussi Michael Moore dans un de ses films, la vente de la peur pour faire vendre encore plus. Donc c'est un petit peu ça qui est remis en cause, c'est le journalisme qui est remis en cause dans ce film, à Los Angeles particulièrement. Night Call, merci beaucoup Laetitia Loreni. On parle littérature avec l'attribution aujourd'hui du prix Femina en France, l'un des plus prestigieux. L'haïtienne Yannick Lahens l'a remporté, mais le Femina étranger revient à l'israélienne Zerouia Shalev. Première fois qu'une israélienne est récompensée. Son roman Ce qui reste de nos vies. Écoutez sa toute première réaction recueillie à Paris tout à l'heure par Alexandre Adidzabé. Merci, je suis contente d'être ici pour i24 News. Que ressentez-vous? Je suis contente et honorée de recevoir ce prix Femina étranger si prestigieux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis la première auteure israélienne à recevoir ce prix. C'est un grand honneur pour moi. J'espère que d'autres auteurs israéliens, hommes et femmes, recevront plus d'attention grâce à cet événement. Vous savez, mon père est décédé il y a 2 semaines. C'était la plus grande source d'inspiration de ma vie. Il m'a tout appris sur la littérature. Je voudrais l'évoquer dans ce moment si heureux. Je suis heureuse mais à la fois un peu triste car je ne peux pas partager ce moment avec lui. Je pense que la littérature peut permettre d'ériger des ponts. Même si je n'écris pas directement sur la politique, dans mes livres, j'essaye de montrer la complexité de la vie en Israël. Je pense que si désormais j'ai plus de lecteurs en France grâce à ce prix, en lisant mes livres, ils auront une autre opinion d'Israël, de la vie quotidienne et de ses citoyens. Je pense que cela sera plus facile pour eux de s'identifier. On n'est pas obligé de choisir son camp. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur i24 News. Merci, c'était un plaisir. Voilà, et dans un instant, nous vous proposons un document sur i24 News, la toute dernière interview d'Yitzhak Rabin à la veille du 19e anniversaire de son assassinat. C'est tout de suite, restez avec nous.